Bonjour à tous et merci pour votre présence en nombre. On a dû rajouter des chaises, ça c'est chouette. Je ne pense pas qu'il y a besoin de présenter SOS Fin vu l'Assemblée, mais n'hésitez pas si quelqu'un a des questions après de venir nous les poser. Donc aujourd'hui, on organise donc du coup ce lunch débat avec Franck sur les semences paysannes parce que ben voilà, en 2019, les Nations Unies ont adopté la Déclaration du droit des paysans. Et c'est le fruit d'un long travail, d'un long combat paysan pour trouver des remparts face à la violation des droits des paysans, qui sont beaucoup trop nombreux actuellement. Et l'article 19 de cette déclaration spécifie vraiment le droit des paysans à utiliser, à échanger et à vendre des semences paysannes. Et avec le droit à l'accès à la terre, qui est un autre article de cette déclaration, c'est vraiment un des articles, s'il est traduit dans des faits, qui sera les plus transformateurs. Et pourquoi les semences paysannes, enfin les semences de manière globale, c'est vraiment le premier maillon de l'activité agricole et ça représente un enjeu majeur tant pour les producteurs, les productrices, que pour nos écosystèmes et que pour nous en tant que mangeurs à travers notre alimentation. Mais au fil du temps, il y a vraiment une complexité qui s'est tissée autour des semences et piégeant vraiment les paysans et les paysannes dans un dédale de décrets, de lois, de directives et de conventions qu'on ne comprend pas toujours. Et actuellement, l'Union européenne est en train vraiment de négocier 3 nouveaux projets de loi sur les semences. Et les enjeux sont vraiment énormes, mais ils sont aussi très complexes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité Franck Adams, donc membre de Style Luxembourg, maître maraîcher, semencier artisanal, enfin en bref, l'expert des semences, ici, avec qui, du coup, on a rédigé aussi un- une publication ici sur les semences que vous pouvez retrouver derrière. Et n'hésitez pas à en prendre à la fin du lunch débat sur les tables derrière. Et donc, bah voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est de mieux comprendre et déchiffrer les propositions qui sont actuellement sur la table et leurs impacts potentiels sur les systèmes de semences paysannes. Donc, je vais laisser la parole à Franck et après, on aura le temps de faire des questions-réponses pour terminer tout ça. Merci. Merci, Cécile, pour l'introduction. Elle a déjà dit beaucoup de choses. Et bon, la première chose qu'on retient, c'est un sujet assez complexe. Et je dois tout de suite vous dire, on ne va pas faire le tour du sujet, c'est impossible. Et je voudrais me concentrer sur les grandes lignes parce que je considère, je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas la question semencière. Tout le monde sait que les semences sont à la base de notre nourriture, à la base de l'agriculture. Et c'est un sujet qui devrait nous intéresser toutes et tous. Mais finalement, puisque c'est assez complexe, on n'en sait pas trop. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert en ce qui concerne les lois semencières non plus. Bon, peut-être je sais un peu plus que vous, je ne sais pas. Peut-être aussi dans le public, il y a des personnes qui connaissent certains détails mieux que moi. On verra. Je vais essayer de faire un tour d'horizon assez rapide, mais c'est pour laisser un peu de temps après pour l'échange. Voilà, donc juste pour explication, ce que c'est a dit, ça fait 30 ans que je fais des graines, des graines poudagères biologiques, et je n'utilise pas de pesticides, puisque mon, euh, mon souhait, c'était de permettre aux plantes cultivées de développer une résistance naturelle. Donc, quand on leur donne toujours des médicaments, entre guillemets, ça les rend en quelque sorte peut-être un peu paresseuses. Et quand elles sont vraiment exposées à un environnement parfois hostile au niveau du climat, au niveau des insectes, des ravageurs, des maladies, eh bien, ça les stimule. Et donc, elles vont produire des substances pour se défendre elles-mêmes. Et donc, ça, on appelle ça l'adaptation. L'adaptation. L'adoption locale. Mais l'adoption locale, ça veut dire ici, par exemple, dans le Luxembourg, mais dans d'autres régions du monde, c'est toujours des conditions locales assez diversifiées au niveau des conditions environnementales. Et donc, le problème, c'est que si on achète chaque année des graines, il n'y a pas d'adaptation locale. Donc, mon idée, c'était, à travers les 30 ans d'expérience, de refaire des graines, de toujours refaire des graines et de permettre aux variétés que je cultive de s'adapter
Et aujourd'hui, au début, c'était un souhait de ne pas utiliser les pesticides. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'en ai pas besoin. Donc, la diversité des cultures fait qu'il y a toujours une culture qui marche mieux que l'autre. Ça dépend des années. Mais la diversité fait aussi qu'on n'a jamais une perte totale. Donc ça, c'est un peu aussi la philosophie qui peut aussi être intéressant quand on parle des questions qui touchent le sud global, c'est-à-dire l'agroécologie, les cultures diversifiées pour arriver à une souveraineté alimentaire, mais aussi une sécurité alimentaire. Et ce n'est pas actuellement pas vraiment le modèle dominant. C'est un modèle qui actuellement est sous pression, comme a dit Cécile, sous pression de l'industrie semencière qui a mis au point des variétés assez performantes, mais ça indique aussi toujours une sorte de réduction au niveau de la génétique des plantes et aussi une réduction au niveau de la diversité parce qu'on cultive plutôt des grandes monocultures pour que ça soit plus rentable. Donc on parle de deux modèles différents qui actuellement sont en train de s'éloigner de plus en plus. Voilà. Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser aux lois séquentielles? Parce qu'au début, j'ai dit, ben, je veux faire les graines, je ne veux pas faire la politique ou le travail politique. Mais à un moment donné, j'ai vu que je ne peux pas contourner ça, puisque tôt ou tard, je commence à me heurter à la législation sémentielle. On ne va pas dire que c'est mauvais, mais c'est quand même quelque chose qui peut être assez restrictif en ce qui concerne les variétés traditionnelles. Donc ça, je crois que ça suffit pour l'introduction. Maintenant, on va euh, regarder quelques images pour que ça soit un peu plus visuel. Voilà, donc là, ça c'est un sommaire, c'est juste pour montrer que j'ai un plan, mais ce n'est pas nécessaire que je dois lire ça. Et je dois vous dire que je vais quand même passer sur certains slides assez rapidement pour qu'on puisse avoir le temps pour rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les lois semencières. Les lois semencières, ce n'est pas tellement, je veux dire, intéressant, c'est plutôt complexe et voilà, avec un langage forcément. Mais quand même, il faudrait qu'on se concentre sur cette question, quel est l'avenir des semences traditionnelles, quel est l'avenir des variétés locales, quel est l'avenir de nos systèmes semenciers dans le monde par rapport à cette question de la souveraineté alimentaire et aussi de la sécurité alimentaire. Voilà. Donc, vous connaissez peut-être le mot érosion génétique. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. C'est la même chose que la perte des variétés traditionnelles en agriculture. Et donc la FAO, depuis les années 1980, a déjà commencé à dire attention, on est en train de perdre notre richesse génétique et cela peut devenir une menace pour la sécurité alimentaire. Donc depuis 1980, on a commencé au niveau politique, au niveau de la FAO, des Nations Unies, de développer des traités, des conventions, même des plans d'action, mais voilà, on doit dire que ça, jusqu'à présent, ça n'a pas permis à enrayer cette perte de la diversité des variétés. Voilà, donc c'est un peu le tableau que je laisse sans aller dans les détails, mais notre question, c'est la disparition des semences paysannes. Alors, je continue. Petite historique des semences, c'est assez intéressant, hein, le sujet, mais je vais vraiment passer assez rapidement. Comment les agriculteurs, sur des milliers d'années, ont transformé les plantes sauvages en plantes cultivées. Donc là, vous voyez une simple image. Donc, tout à gauche, vous avez la théocyte, c'est le maïs sauvage. On l'a trouvé comme ça dans la nature. Et les agriculteurs, les paysans à l'époque disaient que voilà, ça c'est quand même bien, qu'ils soient un peu plus grands, un peu plus nourrissants. Donc la partie comestible, à travers les millénaires, s'est transformée pour devenir le maïs d'aujourd'hui. Et génétiquement parlant, c'est pas tellement différent, mais quand même, on voit le résultat. Donc voilà, c'est cette culture cyclique de toujours récupérer les meilleures plantes, les meilleures graines, les meilleures plantes pour arriver à transformer les plantes sauvages en plantes cultivées. Donc après,
à partir des semences traditionnelles que vous voyez sur ce graphique, il y a eu quand même deux chemins qui se sont voilà, développés suite à la révolution industrielle et après à la révolution verte, on va dire, de l'agriculture. Et donc, vous voyez, donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais on a donc les semences hybrides, les semences OGM et les semences NGT, donc on va en parler. C'est la deuxième génération des plantes génétiquement modifiées en laboratoire au niveau du génome. Et en haut, on a voilà, tout ce qui est classique, les semences paysannes. Après, on a développé les semences biologiques, de l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de semences population pour dire que même les semences sont assez différentes. C'est un peu comme nous sommes une population, mais au niveau des graines, une plante peut aussi être considérée comme une population parce que entre les plantes, il y a une diversité génétique. C'est ça la richesse qui permet aux plantes de s'adapter continuellement, progressivement à son environnement. Donc, peut-être juste de ce côté, on a le choix parce qu'il y a deux modèles, ce n'est pas égal et on ne connaît pas l'avenir. Est-ce qu'on peut les faire converger à un moment donné ou pas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de complètement opposé? Où sont les points où ça peut se toucher? On ne sait pas trop. Et vous voyez, c'est presque les extrêmes. D'un côté, la diversité, le terroir pour parler des conditions locales, les graines comme commun, c'est-à-dire ça appartient à tout le monde, et l'artisanat, puisque voilà, dans une agriculture diversifiée, on fait beaucoup de choses à la main. Encore, ce n'est pas l'agriculture industrielle. Et en bas, on a la voie industrielle, la standardisation, la centralisation, privatisation, les, les, la possibilité de faire des graines une propriété intellectuelle, une propriété privée, et aussi la technologisation. Je sais que ce mot n'existe pas encore dans le dictionnaire, mais il est de plus en plus utilisé. Vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà, donc là aussi, je passe rapidement. On a quelques pionniers, encore beaucoup plus de pionniers que ceux-là, qui ont aidé à l'agriculture de s'industrialiser. Et que juste le graphique, vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, les taux de récolte ont monté en flèche. Ça, c'est le success story, comme on dit, l'histoire de succès, qui a dit que si vous voulez nourrir la planète avec cette population qui ne cesse de grandir, eh ben, il faut choisir ce chemin puisque ça vous donne une augmentation des récoltes à multiplier par 3 jusqu'à 8. Donc ça, c'est un peu l'idée de la voie industrielle, d'augmenter les rendements grâce aux engrais, grâce aux pesticides et grâce aux variétés hybrides, voire génétiquement modifiées. Voilà. Donc les variétés génétiquement modifiées, ça a commencé tout gentiment avec une tomate. C'était la première culture qui a été modifiée génétiquement. On lui a juste enlevé un petit enzyme qui fait que la tomate ramollit. Donc, vous voyez le succès. Donc là, la tomate classique, au bout de 45 jours, ben, elle devient un peu comme du compost. Mais les tomates génétiquement modifiées, au bout de 45 jours, eh ben, c'est comme neuf. Peut-être c'est intéressant pour nous, hein, anti-aging ou quelque chose comme ça. On va rester jeune. Mais donc, ça n'a pas connu de succès sur le marché, apparemment parce que la tomate n'avait pas un bon goût, bien qu'elle s'appelle Flavor Savor. Mais c'était quand même un peu bizarre. On regardait la tomate, on ne savait pas, mais quel âge as-tu? Voilà, qu'est-ce qu'on mange? Après, le maïs Monsanto et le Roundup Ready, le soja qui est résistant au glyphosate, ça, c'est les produits phares de Monsanto, la première génération des OGM qui était assez controversée et grâce au progrès scientifique et technologique, grâce aussi à ces deux dames parfaitement sympathiques qui ont reçu le prix Nobel en 2020 pour cette technologie CRISPR-Cas qui correspond à la deuxième génération des OGM et que maintenant on dit que là, il n'y a plus de problème, c'est sûr, c'est inoffensif, c'est durable et c'est la voie de l'avenir. Voilà. Donc après,
Petit historique des lois semencières, là aussi, juste dans les grandes lignes. Avant, on avait les paysans semenciers, c'est-à-dire les agriculteurs faisaient leurs propres graines. Et on avait des échanges de graines locales, même internationales, parce que les graines ont toujours voyagé, tout le monde le sait, mais c'était un sorte de petit commerce. Apparaissent à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les premières entreprises semencières familiales, à l'époque encore, et que les semences sont devenues un produit, une marchandise anonyme, parce qu'on n'avait plus la main qui te donne les graines, ben, on ne savait plus d'où ça vient. Et donc, il fallait avoir des garanties de qualité. Et ça, c'est le début des lois semencières. Aujourd'hui, nous, on sommes tous contents si on achète une voiture, une machine à laver, même un jean. On voudrait avoir une garantie de qualité. Et au début, c'était assez, je veux dire, bien pensé de protéger les utilisateurs des fraudes qu'on leur donne des graines qui ne germent pas ou qui donnent autre chose, qui est marqué sur le paquet. Voilà. Mais après, ces lois semencières se sont transformées vers des lois qui protègent les intérêts économiques des entreprises semencières. Vous savez aussi que ces entreprises semencières ont grandi pour devenir ce qu'on appelle des multinationales. Et toutes ces multinationales ont commencé d'abord avec les produits chimiques, avec les engrais et les pesticides. Et comme ça marchait très bien, le marché des pesticides, ils ont acheté avec leurs bénéfices des entreprises semencières et sont devenus maintenant des multinationales qui contrôlent le marché de semences en offrant le package de pesticides, d'engrais et de graines. Oui, on parle des graines. Hein. Voilà. OK, voilà. Et les lois sont devenues de plus en plus restrictives, exclusives et pénalisantes pour tout ce qui est semences paysannes, pour tout ce qui est semences qui ne sont pas dans le système du catalogue officiel des variétés. Voilà. Donc, après aussi, encore une chose très importante, en 1961, ça change vraiment dans les années 60. Euh, on a créé cette organisation qui s'appelle UPOF, qui est là pour protéger les intérêts des industriels de la semence. Union pour la protection des obtentions végétales. Et donc là, vous voyez la France qui a donné un nom international. La France a toujours été parmi les premiers pays à développer des lois semencières. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, bon, ça c'est de 2022, mais tout ce qui est vert, c'est UPOF, et tout ce qui est voilà, jaune, c'est surtout en Afrique, des organisations similaires à l'UPOF qui travaillent selon les standards de l'UPOF, et aussi on a encore des pays qui réfléchissent s'ils doivent devenir membres ou pas, et donc vous voyez quelques comme la Groenland et d'autres pays, et le Luxembourg. C'est un peu petit, on ne le voit pas, mais le Luxembourg n'est pas membre de l'UE. Ça, c'est aussi intéressant. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont juste oublié. Hein. Voilà. Alors, OK. Donc, après, la situation. Oui. Après ça, je ne suis pas expert de l'Afrique. Hein. Après la Groenland, je vois. Je suis désolé. Oui. Oui, voilà. OK, voilà. Donc après, euh, aujourd'hui encore, ça c'est les chiffres d'affaires en 2017, des quatre grands. Avant, c'était les 10 grands. Et certaines sociétés multinationales ont acheté d'autres grandes entreprises et il y a eu des fusions. Et vraiment, le coup de maître, c'est quand Bayer a acheté Monsanto. C'était gigantesque. C'est incroyable. Mais voilà, donc maintenant, on peut dire qu'il y a quatre grandes entreprises qui contrôlent aujourd'hui 50% du marché de semences. Voilà. Maintenant, il faut quand même dire, pour apaiser la chose, la plupart des graines qui sont utilisées en agriculture viennent encore des paysans, c'est des semences traditionnelles. Ça, on oublie souvent quand on parle de ce genre de chiffres. 3 quarts jusqu'à 4/5 des graines qui circulent dans le monde, qui sont semées, sont encore des semences traditionnelles. Donc, ça donne peut-être un peu d'espoir. Voilà. Alors, les deux voies d'avenir, comme j'ai dit, c'est aussi deux narratifs, c'est deux
visions du monde ou de la vie différentes, deux idées de l'agriculture différentes. Et donc, c'est pour le répéter encore une fois, est-ce qu'on va aller vers les semences technologiques non reproductibles, génétiquement étroites et qui sont une propriété privée, ou est-ce qu'on sauvegarde cette voie traditionnelle au point de même promouvoir davantage la diversité génétique des variétés traditionnelles? Donc, vous êtes ici, et bon, maintenant, c'est vraiment un choix. Nous sommes tous amenés à nous poser des questions. Et, bien qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des petits paysans qui ne peuvent rien et les grandes multinationales qui ont un pouvoir économique tellement incroyable que ça devient aussi un pouvoir politique. Voilà. Donc, est-ce que la bataille est perdue pour nos petites graines? On verra la suite. Donc, ça, je ne veux pas vous fatiguer avec ça. Je vais essayer essayer, je peux le faire, hein, de mettre cette présentation sur notre site de CID, si vous voulez lire un peu. Mais ça, c'est encore ce que je viens de dire, le narratif dominant, la centralisation, la standardisation, la privatisation, la technologisation, ou les processus écosystémiques, c'est-à-dire on met les graines dans la terre, on voit comment la plante pousse, on voit aussi comment la plante arrive à se défendre elle-même contre les ravageurs, les maladies, etc., etc. Et on refait des graines on farm, comme on dit, on refait des graines localement dans une approche d'évolution, voilà, entre la nature, la sélection naturelle et la sélection du producteur qui choisit toujours les graines qui supportent mieux ces menaces environnementales. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors là, il y a un petit problème, c'est pas grave. Alors, je vais arranger ça. Maintenant, on a au niveau de la situation actuelle des lois semencières en Union européenne, on s'est toujours dit, à travers la coopération entre CID et le Cercle des ONG du développement, ou notamment SES1, on s'est dit qu'on ne peut pas séparer les deux sujets. Ce qui se passe en Europe a une influence sur ce qui se passe au sud global et vice-versa. Et surtout au niveau des lois semencières, on peut dire que l'Europe est en quelque sorte un acteur décisif par rapport à l'avenir. Voilà. Donc là, vous voyez la situation actuelle, 12 directives sur les semences, plus ou moins sur les semences, et que l'Union européenne a dit, ben, ça fait beaucoup de bazar, ça fait aussi que chaque pays membre de l'Union européenne peut adapter ses lois semencières à sa manière, et qu'on voulait aller dans la ouais, voilà, l'harmonisation. Voilà, donc, vous avez compris. Et donc, il y a eu plusieurs initiatives pour rendre les lois semencières un peu plus homogènes. Voilà, donc on a eu en bas les bonnes nouvelles. On a eu en 2008 une directive pour les variétés de conservation menacées d'érosion génétique. C'est-à-dire, c'est la première fois où on a reconnu qu'il faut sauvegarder les variétés traditionnelles parce que c'est la diversité génétique qui se perd sinon. Et après, il y a aussi une directive sur les variétés d'amateurs. Voilà, c'est aussi intéressant. On ne va pas aller dans les détails. C'est juste pour dire qu'il y avait une ouverture. Après 2019, règlement sur la santé des plantes, ça c'est à nouveau une sorte de restriction. Parce qu'on va nous dire de plus en plus que vos graines, elles ne sont pas en bonne santé et ça pose une menace, même qui peut toucher des régions entières à travers les maladies et les ravageurs qui peuvent se propager avec les graines artisanales. Après, en 2022, il y a un nouveau règlement bio. C'est juste pour vous dire, hein, il y a maintenant deux nouvelles catégories, les variétés biologiques et le matériel hétérogène biologique. Alors, c'est assez compliqué, mais c'est pour dire qu'on permet des graines qui ne sont pas homogènes comme les variétés industrielles, comme les hybrides, qui sont un peu diversifiées, qui ne donnent pas des plantes qui sont toutes pareilles. On leur permet aussi d'être commercialisées sur le marché. C'est une ouverture. Ça ne fonctionne pas encore très bien. Bon, on peut peut-être en parler un peu plus tard. Et depuis 2021,
donc, on a ce nouveau projet d'unification, homogénéisation, harmonisation des lois semencières en Union européenne. Hein? Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Eh ben, c'est très intéressant. Voilà la technologie. Hein. Alors, on va continuer. Donc, la réforme des lois semencières. Bon, maintenant, ça commence à donner un peu plus de texte, mais on va courageusement passer à travers ça. 2013-2014, c'était une année après la fondation de notre site. On a commencé à faire du travail politique. On a écrit des petites lettres à la Commission européenne et on a dit, mais et cette réforme des lois semencières, je pense qu'elle n'est pas vraiment favorable à la diversité des variétés traditionnelles. Et par miracle, le Parlement européen a dit la même chose. Donc, une vote 15 contre 15. Alors, ce projet de loi est tombé. Et ça, c'était un miracle pour nous, on va dire, mais c'était une sorte de grand échec pour la Commission européenne, parce que si une loi fait un long cheminement jusqu'au Parlement, et après au Parlement on dit non, alors ça, c'est tout le travail et en quelque sorte perdu. Et voilà, on perd un peu la face parce qu'on n'a pas fait un bon travail. Voilà. Donc maintenant, ils se sont passés presque une dizaine d'années pour refaire la chose. Donc là, ils ont dit, mais il faut faire autrement, il faut demander aux stakeholders, comme on dit, aux groupes d'intérêt. Et donc, ils ont commencé aussi à demander à tous ceux qui représentent les semences paysannes. Donc, on était dans une première négociation avec des questionnaires, avec des études et tout ça, et on a envoyé à plusieurs reprises notre vision du monde. Et voilà, donc l'Union européenne a essayé de faire une plus grande ouverture, mais en même temps, voilà, euh, ce qu'on a eu en 2023, donc l'année dernière, c'est la publication de plus ou moins euh, trois nouvelles lois en même temps. Et donc, vous pouvez vous imaginer que nous, on était tout simplement submergés. On ne pouvait pas réagir. Donc, il y a des grandes initiatives financières comme Achenauer en Autriche, qui sont actuellement devenus des experts en ce qui concerne la loi financière. Mais ils ont dit, alors, on s'occupe seulement de cette loi sur la commercialisation des semences parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, la situation au printemps 2024, moi je pense qu'elle est vite, hein. Formidable. Bon, j'espère que ce n'est pas trop d'informations, mais bon, après, on peut ralentir à nouveau une fois que j'ai fini ma présentation. Donc vous avez peut-être vous avez entendu parler des nouvelles techniques génomiques, on appelle ça les NGT. Et donc, c'est cette nouvelle technologie CRISPR-Cas qui est sûre et qui ne porte plus de risques. Et donc, il y a eu un vote au Parlement le 7 février, donc il n'y a pas longtemps, où on a eu une vote 307 voix pour cette loi. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. 263 contre et 41 abstentions. Et si vous comptez les abstentions et les voix contre, c'est la moitié. Donc, ce n'est pas si clair que ça, hein, mais quand même, c'est la majorité pour faire passer cette loi qui donc voit la possibilité de faire passer des variétés génétiquement modifiées en laboratoire sans contrôle, sans test de risque, sans étiquetage. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir acheter des produits OGM, on va dire, sans que ça soit marqué sur le produit. Seulement les graines vont avoir une notion NGT1 ou NGT2, donc il y a deux catégories. Et aussi, il y a maintenant une obligation pour l'Union européenne de cultiver les plantes issues de cette biotechnologie. Jusqu'ici, en Europe, on avait la possibilité du opt-out, c'est-à-dire nous, on ne veut pas. Donc, vous le savez peut-être, il y a quand même
déjà quelques pays en Europe qui cultivent des OGM depuis 2003 à peu près. Et certains, je veux dire, et la majorité des pays membres de l'Union européenne a dit non, on ne veut pas. On a le droit, mais on peut aussi dire non. C'est pour cela qu'on est encore en Europe une région, euh, une région multinationale, on va dire ça, une région avec plusieurs nations où il y a pas beaucoup de culture OGM. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a aussi pas d'étiquetage. On ne sait pas si on mange quelque chose avec du maïs. Et la plupart des aliments contiennent aujourd'hui du maïs. Voilà, donc on peut presque être sûr qu'il s'agit des OGM. Voilà. Et maintenant, avec cette vote, ben, ce loi va passer au Conseil. Le Conseil, c'est les ministres des pays membres. Et après, le trilogue, c'est la Commission, c'est le Conseil et c'est le Parlement. Donc, on a toujours les trois entités en Union européenne qui décident sur les lois. Actuellement, ce texte de loi n'est pas très clair parce qu'on n'a pas encore finalisé la définition de ce que c'est une entity one. Et voilà. Donc, on va y revenir parce que notre ministre de l'Agriculture, Martin Hansen, elle a aussi fait elle a reçu 2 questions parlementaires et elle a répondu par rapport à sa vision des choses. On va revenir tout à l'heure sur ça. Ce que je trouve intéressant personnellement, c'est que voilà, la plupart des personnes dans la société ne sont pas au courant de cette loi. On a entendu une fois dans l'essentiel, j'ai vu une toute petit article comme quoi que le Parlement avait voté pour la dérégularisation des plantes génétiquement modifiées, c'est-à-dire on les contrôle plus, on les laisse plus ou moins aller sur le marché. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc la deuxième grande loi, c'est donc la commercialisation, comme j'ai dit, unifier les 12 directives actuelles. Et donc, on se demande quelles sont à la fin les dérogations pour la biodiversité cultivée. La biodiversité cultivée, c'est un peu un mot, un terme technique qu'on utilise pour parler de la diversité des variétés traditionnelles. Moi, j'ajoute toujours le mot traditionnel, bien que certaines personnes disent traditionnel, ça fait un peu conservateur, les traditions et tout ça. Mais tradition, pour moi, c'est la tradition des graines qui traversent le passé, le présent vers l'avenir, parce que ce sont des graines qu'on reproduit et qu'on passe d'une main à l'autre. Pour moi, cet aspect de la tradition. OK, ceci, on a parlé du droit aux semences de l'article 19 de la DDP. Elle a dit que cet article inclut le droit des paysans de vendre. Là, on parle des semences paysannes, qui ne sont pas enregistrées dans le catalogue officiel de l'Union européenne, qui divise les graines en graines informelles, qui n'ont certainement une forme, mais pas une forme juridique, et les graines commercialisables, c'est-à-dire les graines qu'on peut vendre sur le marché. Voilà. Après, les amateurs vont éventuellement avoir, donc c'est aussi une bonne nouvelle, on va dire, les amateurs, les jardiniers amateurs peuvent éventuellement, c'est pas encore, vendre leurs graines informelles entre eux, mais pas à des fins commerciales. Donc, petite parenthèse, je vais en parler tout à l'heure. Moi, j'ai commencé à travailler dans un projet qui s'appelle de la graine à l'assiette. Et donc, on a commencé à produire des graines aussi pour les maraîchers luxembourgeois. Donc, ça veut dire que là, je travaille avec le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, l'ASTA, comme on dit, nous a dit, oui, vous pouvez vendre les graines aux maraîchers, mais vous ne pouvez pas vendre les graines informelles. Bien que nos clients, on va dire les maraîchers, disent oui, mais c'est justement ça qu'on voudrait, les variétés traditionnelles pour montrer à nos membres, c'est surtout en agriculture solidaire, en MAP, que ça se passe. Ils disent on voudrait, à travers notre nourriture aussi, contribuer à la diversité des graines, mais niet, ce n'est pas possible. Bien que nous, on ne vend pas les graines à travers les frontières pour faire un commerce, on voudrait juste créer un système semencier local de la graine à l'assiette
avoir des produits 100% locaux euh, selon l'économie circulaire. Mais au niveau de la loi, ce n'était pas possible. Et maintenant, on a eu des négociations avec la Commission européenne pour dire que, s'il vous plaît, permettez aussi aux agriculteurs de vendre leurs graines. Et il y a toujours cette clause sur la table et on va voir si ça va être adopté ou pas. Et actuellement, c'est vraiment, voilà, je ne veux pas être trop pessimiste, mais oh, super. Voilà. Et après, les deux sur le côté, c'est moins important, mais ils ont modifié aussi le règlement sur la santé des plantes dernièrement. Et ça aurait été la possibilité d'exclure les petits producteurs de semences de ces règles très strictes sur la santé des plantes. Ce n'est pas parce qu'on veut vendre les graines malades qui donnent des plantes malades, mais on ne voudrait pas avoir une charge administrative avec des analyses en laboratoire. On ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Nous, on travaille avec les graines, on essaye par leur diversité, d'avoir des cultures saines. Et moi, ce n'est pas pour faire la publicité pour ce que je fais, mais depuis 30 ans, je n'utilise pas de pesticides. Donc, c'est la question si on peut nourrir la planète avec des petites graines locales, c'est une autre question. Mais la question, est-ce qu'on peut cultiver des plantes en agroécologie sans pesticides? Ça, c'est une question qui devrait intéresser tout le monde parce que même l'Union européenne voudrait réduire l'utilisation des pesticides. Vous le savez, la France a fait plusieurs plans de réduction, le plan phyto, je crois, ça s'appelle plan phyto, et chaque fois, ils disent, oh, bon, mince, on ne peut pas arriver, bon, on va faire un nouveau plan. Et chaque fois, on reporte. Et aussi en Union européenne, dernièrement, vous savez, il y a eu beaucoup de manifestations des agriculteurs. Et donc, Ursula von der Leyen, elle a retiré cette loi qui allait vers une réduction de pesticides. Là, c'est à nouveau la liberté. Vous savez aussi que le Luxembourg avait aboli le glyphosate, mais la Commission européenne a dit non, vous ne devez pas. Donc, à nouveau, heureusement, on peut acheter le glyphosate et l'utiliser au Luxembourg. Alors, on n'avance pas tellement sur cette question de pesticides. Après, il y a une question de brevet. Le brevet, ça, c'est là, vous voyez, les lois sont imbriquées les unes dans les autres. Et actuellement, les négociations sur la commercialisation des semences parlent aussi du droit de brevet. Parce que si maintenant on va introduire les nouvelles techniques génomiques, donc ça veut dire que davantage de brevets, davantage de graines privatisées. C'est-à-dire si la culture des plantes biotechnologiques va se répandre en Union européenne, donc aussi on va avoir de plus en plus de graines euh, euh, brevetées, donc protégées donc, en tant que propriété privée. Donc je reviens tout à l'heure à la réponse de notre ministre de l'Agriculture. C'est très intéressant, mais ça, on va venir plus tard. Bon, ça va devenir plusieurs petits textes, mais c'est tellement petit que je ne peux pas le lire. Donc, super. Donc, vous pouvez aller sur notre site pour vous montrer que le site essaie de faire un travail politique. On envoie de temps en temps des lettres à la Commission européenne. Allô, nous sommes là. Écoutez, s'il vous plaît, on fait juste des textes d'une page. Donc, c'est peut-être possible de lire. Donc, on essaie vraiment de ne pas donner des manifestes qui personne ne va lire. Mais bon, on ne se fait quand même pas entendre. C'est pas parce qu'on est petit au Luxembourg, mais c'est la même chose pour les autres initiatives. Donc les NGT, une fois que cette loi va passer, donc comme j'ai dit, la, comment dire, la base de cette loi, c'est qu'on va déclarer les plantes biotechnologiques comme égales aux plantes traditionnelles. Donc ça, c'est une explication assez intéressante. Je ne vais pas aller dans les détails. Ils disent que la sélection de nouvelles variétés classiques, ça peut donner la même chose que la sélection faite en laboratoire. Donc, le résultat peut être le même, mais le procédé est différent. Donc, ça veut dire que ça, c'est un peu la difficulté. Et Mme Hansen aussi se concentre sur le résultat, mais elle ne pose pas la question sur le procédé. Et le procédé, c'est un procédé où
trafique le génome de la plante. Et donc ça, certains scientifiques, encore aujourd'hui, disent, mais attention, là, on joue avec le feu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler pour des raisons X, Y, Z. Je pourrais vous expliquer, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. OK, fin de possibilité opt-out. Tous les pays membres doivent cultiver ces plantes et on n'a plus besoin de faire des tests sur ce qu'on appelle les NGT 1. Donc, on a tout simplement séparé les OGM en deux catégories. La catégorie 1, ça veut dire que c'est comme des plantes conventionnelles, ce n'est pas considéré comme des plantes biotechnologiques. Et les autres, c'est un peu comme des OGM qu'on a connus avant. Mais à peu près 90% des nouvelles variétés NGT vont aller dans la catégorie 1, même plus. Voilà. Donc, troisième chose, il n'y a pas de clause dans cette loi pour protéger les semenciers qui font des graines traditionnelles du pollen qui vient des plantes transgéniques. Vous rendez compte? C'est-à-dire cette pollution génétique par le pollen qui est dans l'air, qui est porté par le vent ou par les insectes, eh ben, on n'a pas de protection, il n'y a pas de clause pollueur-payeur. Hein, donc, il n'y a pas de responsabilité juridique si, par exemple, moi, je perds toutes mes graines à cause du pollen étranger GM, eh ben, je n'ai pas de droit de me défendre contre cette pollution, bien que je peux peut-être fermer ma boîte. Bon, tant pis pour moi. Donc, quatrième chose, c'est voilà, les étiquetages. Donc, on n'a plus besoin de mettre origine biotechnologie. Et aussi, voilà, les brevets qui vont se répandre de plus en plus. Voilà. Et la cinquième conséquence, et vous avez peut-être entendu parler de ça, donc on a discuté de la possibilité d'introduire les variétés biotechnologiques aussi en agriculture biologique. Donc vous savez qu'en agriculture biologique, on dit que non, ce n'est pas possible d'utiliser les OGM en agriculture biologique, mais puisque ce ne sont pas des OGM, alors on peut les introduire dans l'agriculture. Donc tout ça, c'est vraiment voilà, explicable. Je pourrais l'expliquer. Quand je dis des phrases comme ça peut vous choquer, mais en même temps, il y a des scientifiques derrière qui quand même arrivent à expliquer pourquoi c'est pas grave, pourquoi c'est l'avenir. Et donc, en fait, la voie d'avenir, c'est on le partage, on dit l'agriculture biologique, oui, mais l'agriculture biologique biotechnologique. Donc ça, c'est cette fusion qui nous semble peut-être au premier abord impossible, mais c'est ça vraiment l'objectif pour l'avenir de l'agriculture. Voilà. Euh, Deuxième loi, la loi commercialisation. Est-ce qu'il y a un espoir pour les semences de la diversité? Donc, j'ai déjà dit. Peut-être les jardiniers amateurs peuvent vendre leur grain informel, super, mais des personnes comme moi, des artisans semenciers, des petites boîtes, excusez-moi, petites entreprises, une personne, souvent une personne ou deux, grand maximum 10, même pas. Alors, on ne pourra pas facilement continuer. Je peux vous dire, aujourd'hui, mon surcharge de travail actuel, hein, ce n'est pas le printemps, hein, ben, voilà, ce n'est pas le travail sur le champ, ce n'est pas les graines, mais c'est les charges administratives. Je dois remplir des papiers, des papiers, des papiers pour le ministère. Et c'est pour une grande boîte qui fait vraiment beaucoup de, de chiffre d'affaires avec les graines. Ils ont leur comptable, ils ont leur, comment dire, leur, oui, les gens qui font le travail administratif. Ils ont les personnes de la communication, ils ont les personnes dans la production. Et quelqu'un comme moi, je porte plusieurs casquettes et je dois tout faire. Et donc, à un moment donné, je vais arrêter. Et c'est ça un peu aussi le problème que voient certaines initiatives pour la biodiversité. Avec ces nouvelles lois, on risque de rebuter les petites entreprises comme moi qui font des graines locales parce que ça devient de plus en plus compliqué au niveau des charges administratives. Voilà. Donc, voilà, de la graine à l'assiette, je vous ai dit. On a aussi écrit une petite lettre, encore, c'est toujours une page, hein, c'est une police assez petite, hein, maximum de texte,
mais c'est pour avoir plus de chances que quelqu'un va les lire. Vous trouvez ça aussi sur notre site. Voilà, maintenant, les dernières nouvelles, les conclusions. Il y a quelques jours, tombent du ciel des Alternative Compromise Amendments. Et donc, normalement, les négociations sont plus ou moins arrivées à une sorte de finalité, mais certains partis politiques au Parlement européen ont introduit des nouvelles propositions pour changer le texte de loi qui était déjà sur la table, pour reprendre toutes les dérogations, les exceptions pour les variétés traditionnelles. Et donc ça, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, euh, alors, au pied des cas, dans certains pays qui avaient libéralisé, je dis un peu la phrase, leur législation sémencière en faveur des semences informelles, la nouvelle loi pourrait être un pas en arrière. Parce que le Danemark, l'Autriche, la France et encore d'autres pays, ils ont déjà libéralisé leur loi sémencière, comme je vous ai dit, comme c'était les directives, chaque pays peut adapter la loi comme, voilà, comme ils entendent. Et donc, il y a ces trois lois, ces trois pays-là, ils ont fait ce pas pour légaliser les semences informelles. Et maintenant, si on reprend dans la nouvelle loi à venir ces dérogations, donc la situation dans ce pays sera pire qu'avant. Voilà. Donc, voilà. Et donc, aussi, on ne parle pas des limites de quantité, c'est-à-dire ce qu'on a proposé, on a dit, écoutez, il y a les grands acteurs industriels qui font des tonnes et des tonnes et des tonnes de semences. Voilà, c'est très bien, donc on va régulariser ça, on va contrôler ça. Mais nous, on a des petits paquets là pour nos maraîchers locaux, et ça, on va pas vraiment être une menace pour le système agricole avec nos mauvaises graines, qui sont pas si mauvaises que ça. Mais on n'a pas, on a parlé de ça, mais actuellement, on ne parle plus. Et aussi la biopiraterie. Ça, c'est aussi une question, surtout au sud global, qu'on prend des variétés traditionnelles, on les transforme en hybrides ou OGM, et après, on garde le nom de la variété et on s'est accaparé de cette variété, on a fait de cette variété une propriété. Donc là aussi, on n'a pas vraiment avancé. Donc après, encore cette question, les MEP, hier, il y avait un vote au Parlement sur cette loi-là. Donc je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas le résultat. Mais certains observateurs disent que les MEP, parfois, puisque le sujet est tellement complexe, ils ne savent pas exactement pour ce qu'ils votent. Et donc, ils ont des informations, bien sûr, du lobbying de l'industrie financière, parce qu'ils ont les moyens, mais des gens comme nous, on écrit de temps en temps une petite lettre à la Commission européenne, que personne ne lit, ben, ce n'est pas vraiment au pied d'égalité. Voilà. OK. Donc, la dernière phrase, c'est quand même important, c'est qu'on a aussi répété plusieurs fois. On a même eu au Parlement européen, on a été reçu, on nous a permis de parler, c'était au mois de novembre l'année dernière, et on a montré notre petit film sur les semences de la diversité. Je peux vous donner peut-être le lien tout à l'heure. Et là, le message est toujours la diversité, elle est toujours considérée comme une niche ou une exception. Bien qu'on sache, dans la nature, la diversité, c'est la base de la stabilité des écosystèmes. Et la FAO a dit que c'est un objectif urgent de sauvegarder la diversité, mais voilà, dans la pratique, on ne fait pas assez. Donc, on a essayé devant la Commission européenne de dire, mais écoutez, faites des lois sur la commercialisation des semences, mais faites aussi des lois sur la biodiversité. Parce que les deux choses, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas mettre quelqu'un comme moi sous le même régime légal qu'une grande entreprise sémencière. Voilà. Donc là, je crois que je vais passer. C'est un peu pour dire que voilà, les couleurs sont très suggestives. C'est pour dire que voilà, il y a quelque chose de bien, après il y a quelque chose de moins bien. Voilà, au début, on voulait protéger les utilisateurs, c'est super, mais après, on a transformé les lois semencières vers la protection, vers les intérêts économiques des semenciers. Et après, on a dit, oh là 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 là, on est allé trop loin, il faut sauver la biodiversité cultivée. On a eu le site
Treaty, International Sea Treaty, suite à la Convention sur la biodiversité au sommet de Rio en 92, on a eu 2 plans d'action de la FAO pour sauver la biodiversité cultivée et on a ouvert les lois semencières. Et aujourd'hui, est-ce que c'est à nouveau une phase rouge? Parce que là, c'est peut-être ce que je dois lire. La biodiversité cultivée, elle est considérée comme une niche, une exception, mais elle est aussi fournisseur de ressources génétiques pour l'industrie. C'est-à-dire, on veut bien que nous, on fait notre travail, mais ça serait pour récupérer les ressources génétiques pour les transformer en semences industrielles. Et ce n'est pas criminel, c'est pas une théorie de complot ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le système, il fonctionne comme ça. Et nous, durant peut-être nos parents, hein, je ne sais pas, mais à un moment donné, on a été très contents de l'industrialisation, de la globalisation. Il y a beaucoup d'aspects qui sont positifs. Il y a ça. Mais au niveau des graines, là, ça mène dans une direction qui va nous coûter la diversité de nos aliments et qui va nous coûter aussi notre souveraineté semencière et alimentaire, et aussi en quelque sorte, à travers cette dépendance, notre sécurité. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc, le reste, j'ai déjà dit. Je peux passer, je peux continuer. Conclusion, la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le livre La fin de l'histoire de Francis Fukuyama. C'est un politologue qui, après que le système soviétique s'est effondré, et il a écrit un livre, il dit maintenant c'est la fin de l'histoire parce que la démocratie capitaliste, elle a montré que c'est le meilleur système et que voilà, on n'a plus besoin d'écrire des livres d'histoire puisque c'est la finalité. Il a été beaucoup critiqué, mais je trouve ça assez intéressant de lancer cette idée. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que nos graines, c'est un truc du passé? Est-ce que maintenant, nous, on est là pour fournir à l'industrie avec la technologie génomique extraordinairement sûre et fiable et qu'on n'a pas besoin de nous pour des systèmes alimentaires locaux, mais c'est l'industrie centralisée qui va amener l'humanité vers un avenir basé sur la sécurité alimentaire. Voilà. Ça, c'est vraiment la question. Et un point que SOS Fin connaît très bien, c'est cette question de la qualité des semences paysannes. Et moi-même, que je suis quand même quelqu'un qui a un cœur qui bat pour la diversité et pour le monde paysan, je sais que parfois, dans nos réseaux, ce qui circule, c'est des graines qui ne sont pas forcément d'une bonne qualité. Mais ça, finalement, c'est une conclusion, je veux dire, c'est le résultat du chemin qu'on a choisi. Si on avait choisi de soutenir publiquement, je veux dire, avec des fonds publics, tous les artisans semenciers, si on avait choisi une autre politique de développement pour le Sud global, pour donner plus d'autonomie, pour soutenir les populations paysannes vers, vers une autonomie semencière et alimentaire, ben on ne serait pas là avec des semences paysannes de piètre qualité. Et d'ailleurs, pour moi, la qualité, avec les moyens de bord qu'on a, hein, parce qu'on n'est pas vraiment bien équipé, pour nous, la qualité de semences est quand même quelque chose de très important. Tout simplement, si je commence à distribuer des graines dans la société, tout le monde va dire super, formidable, c'est extraordinaire ce que tu fais, mais quand les gens sèment les graines et ça ne germe pas et c'est malade, ils vont dire oui, mais bon, je vais peut-être continuer à acheter mes graines au supermarché. Donc la qualité de graines, c'est un argument, mais qui n'est pas vraiment un argument, puisque cette approche écosystémique, gestion des maladies infectieuses, et des ravageurs, plus on est diversifié, moins l'impact de maladie peut être grand. C'est cette question de protection phytosanitaire des cultures, ça s'applique aux monocultures. Les monocultures qui ne correspondent pas d'elles naturelles. C'est-à-dire, si j'ai un champ de plusieurs hectares d'une variété et j'utilise encore des herbicides pour tuer toutes les plantes sauvages, mais il y a juste une plante.
Et ça, c'est pas la diversité. Et donc, les maladies et les ravageurs, ils vont dire, ah, tiens, il y a beaucoup à manger. Je veux dire, voilà. Et donc, cette culture, elle va forcément être faible. Donc, l'agriculture industrielle, c'est sans polémique, hein. C'est vraiment biologiquement prouvé. Si on choisit la voie des monocultures, eh ben, on choisit aussi la voie des pesticides. Voilà. Bon, après, on peut peut-être faire des pesticides génomiques, hein, donc qui ne sont plus nocifs pour les consommateurs, qui ne polluent pas les nappes phréatiques et qui ne tuent pas la biodiversité naturelle. Bon, on verra ça. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Voilà. Donc, l'édition génomique, comme la solution à tous les problèmes actuels de l'agriculture, il faudrait encore prouver ça. Voilà. Parce qu'actuellement, c'est que des promesses. C'est pas pour aller encore dans la polémique, ce n'est pas ça. Mais jusqu'ici, on n'a pas beaucoup de variétés NGT, puisque la technologie, elle est toute nouvelle. Mais on dit, oui, 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 ça va marcher, il n'y a pas de problème. On n'a pas de preuves, mais on dit, c'est la voie de l'avenir. Voilà. Euh, OK. Voilà. Et je lis aussi certains ouvrages parce que je m'intéresse aussi à ce que disent les promoteurs des semences industrielles. Des gens comme moi, par exemple, sont parfois considérés comme ignorants parce qu'on dit, oh, la technologie, non, 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 non. Déjà, je ne comprends pas, et donc, comme je ne comprends pas, ça me fait peur, et comme ça me fait peur, je pense que ce n'est pas bien. Voilà, c'est un peu cette chose-là, et on appelle ça peur irrationnelle. Donc ça, je peux comprendre. Tout ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Voilà. Mais il y a quand même des scientifiques qui disent, bah, attention, trafiquer le génome d'un organisme vivant, ce n'est pas une chose anodine. Si après on a un peu le temps, je peux en parler. Pourquoi au niveau génétique, ça ne peut pas marcher. Donc ça, je suis formel, mais je ne suis pas biologue, je ne suis pas généticien. Mais c'est quand même un sujet qu'on devrait quand même discuter parce qu'on distingue entre ce qui est techniquement possible et ce qui est adapté à un environnement écosystémique ou un écosystème. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à long terme. Voilà, conclusion. On est dans les conclusions, hein, super. Alors, l'impact sur le global par rapport à notre choix, nos choix en ce qui concerne les lois sémencières. Donc, on a aussi un peu cette image un peu des acteurs qui sont un peu presque opposés. On a la fameuse AGRA, Alliance for Green Revolution for Africa, donc avec Bill Gates comme initiateur, qui cherche quand même à introduire des graines de qualité. Et si vous lisez tout ça, c'est super, hein, c'est moi qui aurais pu écrire le texte de l'AGRA, parce que c'est les mêmes objectifs, hein, c'est donner des bonnes graines aux agriculteurs pour qu'ils puissent cultiver de la bonne nourriture, pour que les gens puissent comment dire, ne pas avoir faim ou une malnutrition. Et de l'autre côté, on a la Via Campesina, c'est des paysans qui cherchent une voie pour justement ce droit aux semences, article 19 de la DDP. Et donc là, il y a un article que j'ai trouvé, c'est peut-être une voie qui sera possible d'inclure les graines dans un système open source. Donc ça, c'est encore une autre histoire, on ne va pas en parler, mais je voudrais quand même tout à l'heure encore parler des perspectives. Si jamais les nouvelles lois semencières vont poser plus de problèmes à la biodiversité cultivée traditionnelle que des avantages, voilà, donc c'est ça. Donc, par exemple, moi, excusez-moi pour le texte, hein, c'est comme ça. Moi, je peux, par exemple, continuer à vendre illégalement des semences informelles à des producteurs professionnels. Hein. Euh, ça, je ne comprends même pas mon propre texte. Ouais, donc je crois que là, il y a une contradiction. Mais bon, excusez-moi. Hein, donc, j'ai fait ça avant le week-end et je n'avais pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, je peux espérer que l'échange de semences de ferme entre agriculteurs contre une rémunération sera possible, ou je peux espérer qu'à un moment donné, la vente de semences non enregistrées à des maraîchers sera légale. Mais voilà.
Euh, voilà, je suis désolé, je ne comprends pas ce que j'ai écrit là. Alors, vendre illégalement des semences dans un contexte où le cadre légal est large, comme j'ai dit, Danemark, Autriche, France, où les autorités sont permissives. Ça, c'est intéressant. La Wallonie, par exemple, elle n'autorise pas, mais permet, elle permet la vente de semences informelles aux maraîchers professionnels. C'est illégal, mais ils disent il n'y a pas de problème, parce qu'il y a une sorte de contexte de communication, voilà, ils sont cool. C'est Et une loi à donc, la belge. hein, C'est une loi à la belge. voilà, c'est toi, tu peux le dire parce que tu es belge. Voilà. Oui, mais j'ai parlé avec mes collègues artisans sémenciers en Belgique et ils disent oh non, mais nous, on n'a pas de problème. J'ai dit oui, mais vous allez avoir un problème si jamais il y a de nouvelles lois. Ça, c'est plus possible, ce genre, genre de. Et même l'ASTA, ici au Luxembourg, le Luxembourg a une loi sémencière assez stricte par rapport à l'Autriche, la France, le Danemark. Mais euh, euh, allez, les gens de l'ASTA, et ils m'ont dit oui, faites, mais dans un contexte où CID prend la responsabilité pour ce que vous faites. Bon, on ne va pas vous interdire, même si on avait la possibilité sur la loi, mais vous faites une activité qui est quand même louable au nom de la biodiversité cultivée, donc vous pouvez continuer, mais ne vendez pas des graines. Donc actuellement, on distribue des graines gratuitement. On met une petite boîte à côté avec un don pour des dons, parce que moi, je ne peux pas produire des graines et en plus à perte. C'est-à-dire, je ne peux pas gagner de l'argent. C'est pour cela que je travaille à l'école d'agriculture, hein, parce que ce n'est pas vraiment un travail rentable. Mais de donner gratuitement des graines, vous pouvez vous imaginer le travail que ça représente. Voilà. Donc, on a cet arrangement avec l'agriculture ici, mais ça peut aussi s'arrêter. Dernièrement, j'étais en Irlande. On a eu une réunion internationale des graines ou européenne des graines. Et là, les Irlandais m'ont dit, nous, on fait ce qu'on veut parce que ici, les autorités n'ont pas assez de personnel. Donc ça aussi, voilà, mais là, on est un peu quand même dans un contexte, c'est pas tellement. Oui, c'est un peu fragile. Voilà. On peut aussi choisir explicitement la voie de la désobéissance civile. Bon, on va pas rentrer là dans ça. Mais voilà, on pourrait faire du bruit pour dénoncer ce que quelqu'un m'a dit dernièrement. Mais c'est absurde, les graines illégales, mais c'est absurde, ça ne comprend pas. Alors, on pourrait éventuellement alerter un peu plus la population, je veux dire le grand public de ce qui se passe. Mais bon, ça demande aussi un peu de temps et un peu d'énergie et on n'en a pas parce qu'on a déjà assez à faire. Après, on peut faire enregistrer les variétés informelles sous régime de conservation matérielle hétérogène biologique. Donc, c'est aussi une possibilité de légaliser les semences paysannes. Donc, je ne sais pas si c'est un modèle pour le Sud. Ça, c'est vraiment à voir, de créer un nouveau statut sur la base des traités internationaux. Mais voilà, il faudrait d'abord expérimenter un peu plus. Et comme je vous ai dit, au niveau européen, si par exemple moi, je veux enregistrer une variété informelle dans un régime officiel, variété de conservation, ça, c'est du travail administratif. Et c'est pour cela ça ne marche pas tellement bien. Parce que ceux qui sont intéressés à ce régime n'ont pas les moyens pour le faire. Il faudrait avoir une aide des autorités. Donc, on a déjà parlé avec l'ASTRA. Est-ce que vous pouvez nous aider avec ce travail Oui, mais on n'a pas assez de personnel non plus. Parce qu'ils ont aussi quelque chose à faire. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de créer un cadre associatif. Donc, si au sein d'une association, par exemple le CID pour le faire, et j'ai parlé déjà avec l'ASTA, on pourrait faire circuler des graines dans un cadre associatif. Et donc là, on parle des systèmes semenciers paysans qui sont assez locaux, assez régionaux. On pourrait éventuellement, 15 minutes. J'ai encore 15 minutes? Oh, c'est pas vrai! Mais, bon, ok, merci. C'était bon. Bon, excusez-moi, moi j'ai pensé que. Ok, voilà. Donc, on va terminer. Il y a aussi
aussi cette question du cadre culturel, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ça peut être une piste aussi. Aussi, ces cadres open source, ça peut aussi être une possibilité par rapport à la question de légaliser les graines. OK. Ouais, ah oui, voilà, on a terminé. Je voulais juste vous dire encore, voilà, ça, donc ça c'est le droit au sens amène à la sécurité alimentaire et aussi la question alimentaire. Donc pour terminer, Madame Hansen, elle a dit, nous, on considère les plantes injectées catégorie 1 comme des plantes promotionnelles, donc ce n'est pas la biotechnologie, mais en même temps, on est contre les brevets. Donc ça veut dire que là, il faudrait maintenant montrer comment on peut avancer avec des graines biotechnologiques qui ne sont pas brevetables. Et légalement parlant, il y a quelques propositions, mais certains observateurs disent que ça ne serait pas possible. Donc le Luxembourg vote pour l'introduction des plantes génétiquement modifiées, mais en même temps ne veut pas soutenir le brevetage. Et ça, c'est presque une sorte de... Oui, de contre. Oui, une contradiction. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ben, merci. Ben, merci Franck. Voilà, on voit vraiment la complexité du système et surtout les enjeux qui sont majeurs et cruciaux pour toute notre alimentation du système agricole et alimentaire. Bon, comme on voit, on a 15 minutes. Donc voilà, si vous avez des questions, je propose de prendre 3 questions déjà maintenant et puis on peut répondre à ça. Paul? Quand il y en a, il y a des gens qui peuvent, on va le trouver, quand il n'y en a pas, deux questions. Est-ce que tu gardes l'espoir que certains après les élections, moi qui va s'annoncer extrêmement contrôle, j'ai pas compris. Après les élections du 9 juin, oui, là, vraisemblablement, la composition européenne va basculer dans oui, il est moins progressiste pour la proche je crois que la société civile, pourrait contrebalancer un voilà, donc les deux questions sont liées, donc je vais essayer de répondre rapidement. Moi, je suis dans la formation des maraîchers au lycée agricole et je cherche depuis un certain temps, parce que je suis proche de la retraite, ça ne veut pas dire que je vais arrêter, mais des successeurs. Hein. Et donc, la relève, c'est difficile, aussi bien ici que certainement aussi dans certaines régions d'Afrique. Je ne connais pas bien l'ouest de l'Afrique, mais le problème, c'est vraiment ça, la relève. On a souvent des personnes qui s'impliquent à fond, vraiment, dans ce qui correspond à leur conviction, mais après, d'autres personnes, voilà, c'est limite à dire, ah ben super, continue. Et là, aussi au niveau, c'est la même chose. Comment peut-on toucher un public plus large? Comment peut-on recruter des personnes qui disent je dois faire ça, peu importe si je ne gagne pas beaucoup d'argent avec ça, je viens. C'est pas, voilà. Ça, c'est un grand problème. SOS Fin dit par exemple changeons de menu, alors mangeons plus localement, mais après on cherche des produits locaux, ah ben il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y a beaucoup trop de producteurs
Et des semenciers comme moi au Luxembourg, bah, si pour 700 000 habitants, à peu près, il y a je vais dire, on est un peu plus nombreux, mais c'est pas vraiment la bonne relation. Et donc, la réaction de la société civile, euh, ça, voilà. Question d'espoir, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas forcément beaucoup d'espoir, hein, vraiment. Je pense que la situation doit s'empirer encore plus, mais ça ne m'empêche pas d'aimer la vie et d'aimer les gens comme vous et de me retrouver dans un contexte où je fais un travail qui, selon moi, a du sens. Et je me vois personnellement plutôt comme quelqu'un qui avance, qui prépare le terrain pour le moment où d'autres personnes vont se rendre compte qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et donc ça, c'est vraiment, on ne sait pas où va être la limite, mais on connaît voilà, les règles d'un système, c'est qu'il faut une certaine masse critique pour que les choses changent. Mais actuellement, je pense que les, les gens, le grand public, il manque d'informations. Si, bon, je suis là aussi, j'ai parlé beaucoup, j'ai parlé vite et tout ça, mais c'est peut-être aussi un message d'urgence et qu'on est là, une trentaine de personnes. Mais comment faire pour répondre à ces questions-là et après aussi comment répondre à la question mais qu'est-ce que je peux faire? C'est une réponse évasive, hein. Moi, j'aimerais bien compléter quelque chose par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a peut-être pas beaucoup de il y a peut-être pas de semenciers officiels entrepris, mais il y a beaucoup en fait de producteurs. Et l'année dernière, avec Daniel, on était à la foire des semences paysannes d'Afrique de l'Ouest, qui regroupait énormément d'agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest et voire même de plus large, avec leurs semences, à montrer cette diversité, cette particularité, avec des échanges de semences. Et c'était vraiment très intéressant pour nous. Et avec un enjeu d'investissement, voilà, on a choisi une voie quand même au niveau global et on n'a pas investi de la recherche. Et donc, il y a un enjeu quand même de qualité, de suivi. Enfin, il y a quand même des raisons pourquoi est-ce qu'il y a eu des lois à un moment. C'est pour aussi s'assurer que si on prend des semences, qu'elles vont quand même, on va dire, marcher. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que on parle de open source, que ça peut être des sites, de faire un catalogue de semences paysannes. Mais par exemple, lors de cette foire, c'était un enjeu majeur et il y avait beaucoup de discussions, enfin, un peu derrière, dans les coulisses, en disant en fait cette crainte pour les producteurs aussi d'être fournisseurs, comme tu l'as dit, de ressources suite génétiques pour les entreprises semencières. Parce que si après c'est pour breveter, parce qu'en fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des lois, il y a un gros regard. D'ailleurs, on enregistre pour quelqu'un un juriste qui va nous écouter après, parce que un regard sur les lois européennes, parce qu'en fait après elles sont traduites dans les lois locales, quasi du copier-coller. Une des présentations, c'était copier-coller des lois de tous les pays, c'était des copier-coller de l'Union européenne. Donc les enjeux qui se font ici vont se faire là-bas. Et si c'est après pour être inondé d'OGM, de ne pas pouvoir protéger ce qui circule déjà, ce qui circule encore beaucoup, quoi. Oui, mais que ça pourrait être encore pire, quoi. Enfin, comme ça l'est ici, quoi, on va dire. Bon, on va encore prendre une question ou deux. Si quelqu'un en a, il reste une dizaine de minutes. Ah, oui, moi, c'est pas mal à répondre. Ça peut-être vous avez plus de choses là-dessus. Mais quand on fait des recherches, on voit que surtout dans les pays du Sud, c'est encore la plupart des graines qui sont utilisées sont des graines traditionnelles. Voilà, c'était ça le message. On parle toujours des grands industriels. Oh, non, non, non. Donc c'est pour ça que je dis oui. Ouais, ouais. Donc oui, les pays industrialisés, c'est vrai que ouais, de la première classe, hein, de la première heure. Là, c'est vrai que les semences comme moi je l'ai fait, c'est un niche pas plus l'équipe. Ouais.
et qui représente toujours 75% de l'alimentation produite mondialement. Oui, c'est au niveau mondial. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que c'est quand même c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est des chiffres de voir qu'il y a 4 entreprises qui deviennent 50% des semences mondiales, mais que ça reste 3 quarts des graines qui sont paysannes, enfin des semences paysannes. C'est intéressant de voir. Par contre, voilà, on a un modèle quand même dominant qui s'impose et il y a ce risque parce que voilà, la contamination, comme je disais, il n'y a aucune protection si les nouvelles OGM, les nouveaux OGM se diffusent. Non, mais oui, ouais, on peut compléter, hein. Ça, c'est vraiment euh, cette idée de travailler avec la nature et pas de l'exclure. Donc, si vous regardez l'histoire de l'humanité, bon, hein, mais l'agriculture a toujours été une sorte de lutte contre la nature. C'est normal, hein, parce qu'on a connu la misère paysanne en Europe avant l'industrialisation. On connaît toujours la misère paysanne dans les pays du sud. Et si quelqu'un dit, ouais, il faut travailler en harmonie avec la nature, ça semble un peu naïf, mais je pense quand même qu'on a peut-être au niveau de notre compréhension des écosystèmes, on n'a pas encore vraiment compris. Et même l'agriculture traditionnelle, je n'ai pas de réponse à ça, mais par rapport à ce que je sais de mon expérience, j'ai une idée de la santé et de ce que c'est la maladie. C'est-à-dire, si on ne fait pas une sorte de séparation entre santé et maladie, santé, c'est l'absence de maladie, maladie est mauvaise, mais de plutôt considérer les deux comme faisant partie du même système, ben là, on gère la santé d'une autre manière. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je suis malade, je peux choisir soit de prendre des médicaments pour supprimer les symptômes, ou me poser la question, mais pourquoi je suis malade? Mais qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que je dois changer quelque chose ici, ou au niveau de ma nourriture. Le sol, c'est la même chose. Le sol, c'est comme notre système digestif. Si je nourris bien le sol avec des engrais pas trop chimiques, pas de pesticides, si je favorise la flore intestinale du sol, eh bien, les plantes vont pousser et ça va être bon. Et ça va être, je dis, bon. Et ça, c'est une approche qui semble être un peu naïve, mais je pense que c'était la course vers l'industrialisation qui a aveuglé les gens parce qu'ils ont pensé que techniquement, on peut contrôler la nature. Mais finalement, on s'éloigne en quelque sorte des mécanismes naturels qui peuvent nous permettre de faire une agriculture écologique. Pardon? Oui, oui. C'est pas comme moi, mais elles sont plus, elles sont plus équipées, ouais. Mais la question, elle est quand même bonne, parce que je me pose la même question. Si maintenant on ne peut plus rejeter, mais est-ce qu'on est obligé de les utiliser? C'est ça Ouais. c'est la même chose, par exemple, avec l'association de la biologie, la FENI, on dit, mais si jamais ce n'est plus étiqueté, mais c'est la cata. On sait plus ce qu'on mange. Et là, on va dire, oui, mais ça, c'est à nouveau, et c'est un peu ta question, ben, les gens vont dire, mais si je veux être sûr de ce que je mange, je ne peux plus manger autre chose que local et connaître mon producteur, quoi. Et, oui, Les États qui ne peuvent plus interdire de l'utiliser dans leur c'est pays. ça. Ça, c'est
Mais ça peut être obligatoire sur la base des accords de libre-échange. C'est-à-dire s'il y a... plus le refuser. Oui. Actuellement, on le refuse. Et qui sont... ce ne sera plus possible. Avec ce règlement, ce serait possible de faire comme on fait avec ce règlement, ce ne sera plus possible. On ne pourra plus contrôler. Peut-être pour jouer l'avocat du diable. Alors, avant, pour créer des nouvelles variétés, on faisait ce qu'on appelle la mutagénèse. La mutagénèse, on crée des mutations au niveau du génome. On faisait ça avec des rayons radioactifs, avec des produits chimiques, pour créer des nouvelles variétés. C'est aberrant. Et maintenant arrive engineering. Alors là, on prend les ciseaux moléculaires et on coupe et on met les graines là où il faut et on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement ce qu'on obtient. Donc, je peux comprendre les personnes qui soutiennent cette nouvelle technologie parce qu'elle est, technologiquement parlant, elle est sûre par rapport à ce bricolage qu'on faisait avant. Mais, pardon? Elle met à mal notre souveraineté alimentaire. Elle met à mal notre souveraineté alimentaire. Et, oui, c'est ça. Oui, par le brevet. Mais donc, les scientifiques disent surtout que le génome d'un organisme vivant, ce n'est pas seulement l'ADN. C'est des interactions écosystémiques. C'est aussi l'épigénétique. Ça, c'est encore un sujet extraordinaire. Et l'épigénétique, on ne le touche pas. Si tu coupes l'ADN, tu ne sais pas ce que ça va donner à long terme. Ce n'est pas possible de savoir. ben voilà, il est 14 heures, on va conclure. Si jamais vous voulez, ça vous intéresse, donc je vais mettre des publications, il y en a derrière et dehors. Si jamais ça vous intéresse, voilà, créé avec Franck, ici, et donc si vous voulez plus d'informations. Et on va vous envoyer donc par email à ceux qui ont indiqué la présentation. Et je rajouterai le lien vers le film. Le film, oui, merci. Merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les envoyer à Franck ou à nous. Et voilà. Oui, je vais vous donner. Super. Donc, je peux aussi, il y a des petites pétitions, si vous voulez signer des pétitions. On essaie d'arriver à, je crois, 100 000 signatures par rapport aux lois semencières. Et à la partager. Je la mettrai à la partager autour de vous, parce que voilà, il y a un enjeu aussi, même un enjeu de diffusion et d'intérêt. Et pourtant, derrière, on a toute notre alimentation qui est liée. Du coup, voilà, diffusons autour de nous. Et merci à vous.